La métropole de Montpellier a toujours été une terre d'accueil pour les entreprises et l'innovation. Santé, environnement, agroécologie, numérique, industrie culturelle et créative ou artisanat, notre territoire est bouillonnant d'énergie et d'initiatives. Nombreux sont les entrepreneurs qui posent leurs valises dans la métropole pour y développer des projets aussi ambitieux que créatifs. Pour entreprendre à Montpellier, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour faire bouger les lignes, inventer la ville du futur, partir à la conquête de nouveaux territoires et innover pour une société meilleure. La première, c'est kebab. Kebab. Ouais. Tu leur as toutes donné des prénoms? Une grande majorité. Après, il y en a qui on n'a pas encore donné prénom parce qu'on fait un système de parrainage. Donc on a essayé de privilégier que ce soit les gens qui puissent choisir le nom de la chef parrainée. Mais pour nous, c'est dur de ne pas donner de nom, tu vois. Ouais, j'imagine. Kebab, Pocahontas, Abby. Agroécologie, c'est la contraction de deux mots, agriculture et écologie. L'agroécologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole tout en restaurant les écosystèmes. Depuis plusieurs années, la métropole de Montpellier s'engage en faveur de l'agroécologie à travers de nombreuses initiatives qui ont pour objectif de préserver la mosaïque de paysages du territoire, d'offrir une alimentation saine et locale à ses habitants et de favoriser la cohésion sociale et l'insertion. Je m'appelle Paul et aujourd'hui, je vous emmène au domaine de Mirabeau. Une ferme expérimentale née grâce à la mobilisation citoyenne et à la volonté de la commune de Fabrègues de préserver un site naturel unique. Je vous propose de partir à la rencontre de Pauline, Thomas, Alison, Pierre et Barbara. Ils sont travailleurs sociaux, agriculteurs ou salariés en insertion et sont tous animés par la même envie, celle de réconcilier agriculture et écologie. Alors, je m'appelle Pauline, donc moi j'ai créé Vigne de Cocagne en décembre 2017, sur le domaine de Mirabeau. C'est un ancien mas agricole, typique en fait de la région méditerranéenne, qui est installé entre la plaine viticole et agricole, et puis la Gardiole, donc la montagne. Et c'était un domaine qui était historiquement en polyculture, avec l'élevage sur les parties de garrigue, la vigne et les grandes cultures sur la partie basse. Puis c'est un domaine qui progressivement s'est spécialisé autour de la vigne. Donc le modèle type du réseau Cocagne, c'est les jardins de Cocagne, où le principe, c'est d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi en les remettant à l'emploi à travers une activité maraîchère jusqu'ici. Et moi, l'idée a germé dans ma tête de dire pourquoi on ne le fait pas avec la viticulture. Quand la commune l'a racheté en 2014, l'objectif c'était vraiment de préserver le domaine. Et ensuite, les élus ont commencé à réfléchir au projet pour Mirabeau. Moi, je les ai rencontrés à ce moment-là, en 2016. Et je savais qu'il restait des vignes au domaine de Mirabeau. Alors, il en restait pas beaucoup. Il reste 7 hectares de vignes sur un domaine qui était beaucoup plus important en vigne. Donc je suis allée voir les élus en leur présentant le projet de vigne de Cocagne, en leur disant ce serait intéressant de s'installer sur ce site-là du domaine de Mirabeau en proposant une viticulture qui soit à la fois dans le sens de la biodiversité, mais aussi une viticulture d'insertion. Et ce qui a été intéressant, c'est que très vite dans nos échanges, ce qui a été exprimé par les élus, c'était l'envie de faire revivre ce site autour de l'agroécologie, mais aussi de la polyculture. Donc d'installer plusieurs agriculteurs ou plusieurs structures agricoles qui travailleraient tous dans ce sens-là de la protection des espèces de la Gardiole. Et on a imaginé ensemble ce projet qui ensuite a pris le nom d'Agroécopole en se disant, il faut que sur ce site-là, on arrive à essayer de construire quelque chose qui soit à la fois vertueux en termes d'agroécologie et de protection de la biodiversité, en faire en quelque sorte un site un peu vitrine, un peu démonstration. Mais il faut aussi que ce soit un site productif, qui soit compatible avec cette protection de la biodiversité. Mais il faut aussi, et c'est là où on s'est rajouté des exigences et des ambitions, il faut aussi que ce soit un site qui permette d'accueillir du public, qui soit un lieu de rencontre, mais qui permette aussi à des personnes de se former, qui permette de faire de la pédagogie, qui permette de transmettre ce qu'on expérimente ici. 2014, la commune de Fabrègues rachète les 220 hectares du domaine de Mirabeau.
Et donc le maire, qui est très attaché à son terroir, a vu avec le conservatoire d'espèces naturelles, le CEN, qu'il y avait des espèces fragiles, donc l'ail petit molly, le lézard ocellé, le roilier d'Europe, c'est un oiseau bleu qui niche au-dessus de Sahara, qui revient se reproduire ici. Donc Ségolène Royal, ministre de l'écologie sous Hollande en 2017, a élu ce projet site pour la reconquête de la biodiversité. Le principe, c'est de mettre en place des infrastructures agroécologiques pour permettre aux espèces sauvages de se développer et d'avoir un milieu de vie plus favorable pour que toutes ces espèces se développent. En fait, le but, c'est de faire de l'agriculture productive qui permette à la population locale de se nourrir tout en étant résilient au niveau de l'environnement. Donc, au lieu que ce soit l'agriculture contre la nature, c'est l'agriculture avec la nature et même qui peut favoriser la nature à se développer. Là, finalement, on se rend compte qu'avec toute la diversité naturelle qu'il y a autour, on a moins besoin d'utiliser d'intrants ou de fertilisants ou de pesticides. Alors, je m'appelle Thomas Richaud, je suis assistant social. En fait, depuis plus de 15 ans, 16 ans, j'ai travaillé auprès des demandeurs d'asile, des réfugiés. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus écologique, en plus du social, pour la planète, pour mes enfants, pour tout le monde. Donc, l'idée de jardin d'insertion, c'est associer bien les deux, à la fois le social et à la fois l'écologie. La valeur, c'est la résilience en général, quoi. C'est pouvoir dépasser ces peines et ces choses compliquées pour avancer, pour trouver de la ressource dans l'altérité, auprès d'autres personnes ou auprès de choses qui sont valorisantes. Donc là, par exemple, produire des légumes, ça pousse quand même assez vite, on fait des choses de qualité. C'est intéressant de voir le fruit de son travail assez rapidement. L'homme a fait déjà beaucoup de mal à la planète. Si on arrive à inverser un peu les choses et prendre soin de la planète et aller moins vite dans le mur, tant mieux, quoi, au niveau écologie, voilà. Je gardais toujours en tête l'idée d'élever des cochons, et c'était forcément en plein air, si possible en forêt. Mais bon, voilà, on sait bien qu'autour de Montpellier, trouver des terrains pas trop loin, c'est compliqué, quoi. Et donc j'ai tenté ma chance, j'ai dit: «Voilà, est-ce que ça vous intéresse, des porcs et des abeilles?» Et puis ils ont répondu favorablement, on a discuté, on a avancé jusqu'à ce qu'ils me disent: «Bah, nous, on veut bien te prêter, enfin te mettre en fermage, te louer la forêt qui est là». Plus, le fait qu'il y ait d'autres collègues autour, enfin quelque part le projet collectif m'intéressait, l'ambition publique-privée du projet. L'objectif principal, c'est quand même la biodiversité et d'utiliser l'agriculture comme moyen de reconquérir la biodiversité. Moi, je suis assez convaincu que c'est possible. Donc, je m'appelle Alison, je suis éleveuse de chèvres et de brebis au domaine de Mirabeau à Fabrègues depuis 1 an et demi. On a un élevage pastoral avec donc des animaux qui passent leur journée dans la gardiole à se nourrir en prélevant les végétaux. Ça leur permet de s'alimenter. En même temps, ça va rouvrir les milieux pour favoriser la diversité et lutter contre les incendies. Alors, nous, sur notre secteur, c'est particulièrement adapté aux chèvres parce qu'on est sur une végétation assez sèche, arbusive, donc ça va très bien cadrer avec leur alimentation. Donc pour nous, ce qui est vraiment important, c'est l'agroécologie, utiliser l'environnement comme il est sans vouloir le modifier et s'adapter à lui. Le troupeau de chèvres est arrivé en juillet 2020 sur le domaine, donc ça fait 18 mois environ. Dès l'automne, on a commencé à proposer des produits carnés, donc des colis de chevreau, des saucissons, des terrines, des plats cuisinés sur les marchés. Et le but maintenant, c'est d'avoir dès cette saison donc un laboratoire de transformation sur place pour nous éviter les allers-retours par nos collègues qui nous ont gentiment prêté leur labo pour pouvoir travailler cette première saison. Donc le circuit court, c'est très important dans le sens où déjà, nous, dans notre démarche, on ne va pas aller chercher des aliments qui vont venir de l'autre bout du monde pour notre élevage.
Donc, le fait de pouvoir faire de la vente directe, ça nous permet de bien expliquer aux gens aussi pourquoi c'est important et les valeurs qu'on porte avec notre élevage. On a le respect de l'animal, ne pas vouloir qu'il soit enfermé, ne pas vouloir enlever les petits des mères pour leur donner du lait artificiel, mais les laisser avec les mères. C'est pareil, on va produire moins longtemps. Mais dans notre idéologie à nous, c'est plus éthique. Après, je critique pas les autres élevages, chacun a son idéologie, chacun a sa manière de travailler. Nous, c'est la nôtre. Je viens d'une famille agricole et à un moment donné, j'ai eu envie par curiosité de passer un BTS en viticulture-œnologie. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait cette problématique à la fois des vignerons qui étaient à la recherche de personnes formées, sachant travailler, et à la fois une grosse problématique de chômage et de précarité, notamment dans le département de l'Hérault, mais dans d'autres régions viticoles. Je trouve que la vigne, c'est passionnant parce que c'est une des rares productions agricoles où on va jusqu'au produit fini. Je trouve que la partie vigne est aussi passionnante que la partie cave. On apprend tous les jours. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de vérité en vigne. Avec les recherches et les découvertes récentes, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à repenser, à re-questionner. Donc voilà, je trouve ça passionnant. Je trouve qu'en ce moment, on vit un moment passionnant pour l'agriculture. Nous, on va accompagner, salarier des personnes qui sont éloignées de l'emploi, c'est-à-dire au chômage de longue durée, au RSA, des jeunes qui ont peu, pas de qualification. On va leur proposer d'abord un emploi, parce qu'un emploi, c'est une source de revenus, c'est une situation stable, c'est une reconnaissance aussi dans la société. Et à travers cet emploi, on va finalement à la fois les accompagner sur un certain nombre de difficultés sociales, les accompagner sur leurs projets professionnels, et on va les former à ce métier d'ouvrier viticole dans toute sa polyvalence. Donc on va les former, j'aime bien dire, du cep à la bouteille. C'est vraiment de la taille, tous les travaux de printemps, qu'ils soient à la main, qu'ils soient au tracteur, la vendange, la vinification, jusqu'à la mise en bouteille. Et moi, la vigne et le vin, ça a été une découverte au fur et à mesure. Et je me suis passionnée pour ce sujet-là. Donc ça me semblait intéressant de partager ça avec d'autres. Et je ne le fais pas toute seule, je le fais avec Jean-Charles, qui est à la fois chef de culture et encadrant pour Vigne de Cocagne. Et donc c'est lui qui va vraiment être au quotidien dans la vigne avec notre équipe et qui va leur transmettre les gestes et les techniques du vigneron. Donc quand on s'est installé en 2017, on a tout de suite lancé la conversion en bio des vignes du domaine. On a repris la taille sur un certain nombre de parcelles. C'était une taille qui était un peu longue, un peu trop productive. Donc pour avoir quelque chose de plus qualitatif, on a travaillé sur une taille plus courte. On a beaucoup travaillé sur les sols avec des labours qui ont drastiquement diminué pour restructurer les sols. Voilà, donc en fait, c'est une démarche qui est bio, mais qui va au-delà du bio sur une réflexion plus globale sur à la fois comment on concilie la viticulture et la biodiversité, mais encore au-delà, une viticulture qui souhaiterait être ou qui désire être le plus durable possible. On constate une amélioration du sol. On a mené beaucoup de compost, donc un amendement important pour que cette matière carbonée se décompose et fasse venir les mycorhizes, les bactéries, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment une amélioration du sol. Après, pour avoir un bon sol et un taux de matière organique suffisant, il faut 4-5 ans pour y arriver. Et sur les oiseaux, oui, on a mis des perchoirs en fait à l'intérieur de notre parcelle qui permettent que s'il y a des petits lapins qui veulent manger nos carottes ou nos salades, les rapaces se posent dessus et hop, vont manger les petits lapins. Et il y a beaucoup de couleuvres aussi, ça c'est très bien. Donc on voit des changements, mais dans 5 ans, les arbres qu'on a plantés, ils feront vraiment écran par rapport au vent. Ça va changer le paysage complètement, ça va faire de l'ombrage, ça va faire du bien pour tout le monde. Et dans 10 ans, ça sera encore mieux. Donc voilà, il faut être patient, mais on voit déjà un début de changement. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut vraiment prendre soin du sol
pour prendre soin du sol. Donc il y a eu énormément d'amendements et surtout on ne veut pas retourner le sol. On travaille sans tracteur, donc on ne veut pas le tasser pour pas avoir un engin très lourd et on ne veut pas le retourner, donc pas de labour profond parce que la vie qui est dans le sol à 20-30 cm sous le sol, elle se développe à cette température-là, avec cette obscurité-là. On travaille le sol sur 4-5 cm avec beaucoup d'amendements et simplement on décompacte le sol, donc avec la grelinette. Et ça marche bien aussi avec le volet insertion, puisque là, on était à 12 salariés en insertion en mai 2020. On est passé à 18 salariés en insertion en juin 2021. On passera à 24 salariés en insertion en juin 2022. Ça permet à des personnes qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps, avec différentes choses à régler, de reprendre confiance en elles, de construire un projet professionnel et de sortir vers un emploi stable. C'est ça la dynamique première de notre structure, c'est avoir un impact social. À la fois, notre méthode, c'est une méthode douce pour le sol, c'est doux pour les humains aussi, on va dire. Donc, c'est un peu le parallèle entre l'agroécologie et l'insertion. Au plus il y a de diversité, au plus il y a de richesse et au plus on s'en sort collectivement. Je suis Barbara, j'ai 33 ans. Je suis arrivée en janvier 2021, effectivement, pour diverses raisons. Le monde du travail aujourd'hui est pas forcément évident. J'avais un diplôme en communication et j'ai suivi pas mal de refus. Donc j'ai dû enchaîner pas mal de petits boulots, entre guillemets, jusqu'à en arriver à un ras-le-bol. Et j'ai voulu me réorienter dans l'herboristerie, donc tout ce qui est plantes médicinales. Donc j'avais déjà envie de commencer à travailler un peu la terre, être dehors. Et j'ai trouvé le domaine de Mirabeau sur cette plateforme. Je m'y suis inscrite et ça s'est fait très rapidement. Un mois après, j'ai été sélectionnée pour faire partie des salariés en insertion. Donc ça me permet déjà de partager une expérience humaine très très enrichissante. On est vraiment mélangé avec, comme Thomas disait, des personnes de cultures très différentes, avec des parcours assez hors du commun. Donc j'ai appris vraiment le côté maraîchage bio et le respect de la terre, etc. Aussi prendre conscience effectivement de la biodiversité. On est quand même ici dans un cadre idyllique où plein de projets se mettent en place. Donc c'était prendre conscience un petit peu de tous ces enjeux-là dans l'agriculture. Et puis moi, mon travail, après, il est très varié. Ça va aussi bien des choses qu'il faut forcément faire, comme le désherbage, qui prend quand même beaucoup de temps dans l'agriculture biologique, à de préparation de semis, plantation, récolte, et puis aussi, effectivement, on a des paniers d'adhérents, donc toute la préparation, la logistique. En fait, ce qui est très chouette quand on est en insertion ici, c'est que tous les lundis, on rencontre un travailleur social qui nous aide. En fait, ça va être aussi bien d'apprendre le français et de passer son permis. Moi, pour ma part, c'était de préparer mon projet pro. Et ça m'ouvre aussi un réseau, entre guillemets, un carnet d'adresses qui est hyper intéressant aussi et très enrichissant. Quand j'arrive, je les nourris. Eux, c'est le rendez-vous, quoi. C'est-à-dire, quelque part, quand ils me voient arriver, ils entendent la voiture ou ils viennent directement pour manger. Et je les nourris à base... C'est surtout des céréales, en fait, sous différentes formes. Soit du pain que je récupère à la cantine. C'est la cuisine centrale de Montpellier qui fournit que du pain bio. Et là, c'est le pain qui n'est pas distribué. Donc, je récupère une à deux fois par semaine le pain là-bas. Et aussi, boulangerie Pain et Partage qui est à Fabrègues. Et tous les trop cuits, pas assez cuits, tordus, je récupère. Des cochons ont quand même une capacité de destruction importante. Donc tout l'enjeu, c'est de limiter cette destruction et de jouer sur le fait que après une destruction de certaines plantes, il y a d'autres plantes qui vont venir et qui peuvent apporter de la diversité. Et on n'est pas dans une dégradation, on est plutôt dans une modification de l'écosystème vers quelque chose qui peut être quand même intéressant. L'enjeu, c'est de suivre les rotations, c'est-à-dire combien de temps ils sont restés, combien il y avait de cochons, sur quelle surface. Et en parallèle, le conservatoire fait des relevés de biodiversité, essentiellement plantes pour l'instant, mais il y a aussi des relevés sur les chauves-souris, sur les oiseaux, sur les insectes, etc. Et après, le temps venu, on essaiera de croiser ces données et d'essayer de voir dans quelle mesure les pratiques sur les cochons influent positivement ou négativement sur la biodiversité.
avec les jardins de Cocagne, on a des interactions nombreuses, notamment sur les sujets d'insertion sociale, puisqu'on est 2 structures d'insertion. Et ensuite, ensemble, on travaille beaucoup sur la partie commercialisation, accueil du public sur le domaine de Mirabeau. L'idée, en fait, c'est qu'il y ait des interactions entre nos activités. On récupère le fumier de chèvres et brebis pour amender nos cultures. Pierre Bouteiller, il a aussi des ruches, donc les abeilles vont polliniser à 3 km à la ronde nos plants, etc. On fait aussi de l'agroforesterie. Alors, les brebis vont passer entre les rangs de vignes pour qu'elles broutent, mais qu'elles ne mangent pas les vignes. Voilà, il y a tous ces principes-là qui sont ensemble, partagés, donc il y a une dynamique collective. Les brebis passent dans les vignes, elles vont venir manger l'herbe qui est dans l'interrang. Elles, ça va leur permettre un apport alimentaire. Et tout en mangeant, elles vont excréter des crottes, ce qui va permettre d'avoir un apport aussi au niveau du sol des vignes. Et le troisième avantage, notamment, c'est que comme les bêtes viennent manger l'herbe, il n'y a pas besoin de passer avec le tracteur pour venir faucher. Donc, on va venir moins tasser les sols avec nos animaux que si le tracteur était passé. On essaye un maximum d'avoir ces rotations et interactions entre toutes les activités du domaine. Je suis à présent avec Isabelle Terrasson, qui est coordinatrice de la politique agroécologique et alimentaire de la métropole de Montpellier. Bonjour Isabelle, j'aimerais avoir votre sentiment après l'écoute de ce reportage et spécialement savoir comment ce projet de la ferme Mirabeau s'intègre plus largement dans la politique agroécologique de la métropole. La métropole porte depuis 2015 une politique agroécologique et alimentaire dans laquelle elle identifie des fermes ressources comme étant des jalons de la transition agroécologique du territoire. Les fermes ressources, c'est des fermes publiques, privées, qui appartiennent à plusieurs porteurs de projets. Il y en a une douzaine qui sont recensés dans le cadre du schéma de cohérence territoriale. Et qui expérimentent la transition agroécologique du territoire. Donc, qui expérimentent des nouveaux modèles qui mêlent à la fois des nouvelles pratiques agricoles, mais aussi des nouvelles initiatives sociales, comme de l'agriculture d'insertion, comme c'est le cas à Mirabeau, et aussi des nouveaux modèles économiques, parfois de l'installation en collectif. Donc, il existe des fermes sur du foncier métropolitain, comme la ferme de Vivier, sur laquelle est installé l'espace test agricole de Terracopa, qui donc accompagne des nouveaux porteurs de projets, des nouveaux agriculteurs, à tester leur activité, voir si ça leur convient, si le modèle est le bon, avant d'aller s'implanter ailleurs, sur la métropole ou ailleurs. La Chambre d'agriculture aussi, à sa porta, on considère que c'est une ferme ressource parce que c'est un lieu où se croisent beaucoup d'organisations professionnelles agricoles. Et au-delà de ces fermes ressources, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont les autres actions que vous menez ici sur le territoire ? Alors la politique agroécologique et alimentaire, elle s'articule autour de 3 axes opérationnels et 2 axes transversaux. Donc la première orientation, c'est de façonner un territoire agroécologique. Donc il y a à la fois l'animation de cet archipel de fermes ressources, mais il y a aussi toute l'action sur la mobilisation du foncier métropolitain et communal. Il y a tout le volet d'accompagnement des agriculteurs à avoir des pratiques agroécologiques, notamment sur les périmètres de protection des captages, c'est-à-dire pour protéger les ressources en eau. La deuxième orientation, c'est autour de l'approvisionnement de la ville. Donc, comment approvisionner la métropole par des produits locaux et de qualité. Et puis le troisième axe qui est un petit peu nouveau, qui est de permettre à tous les habitants d'accéder à une alimentation de qualité et choisie, et aussi à expérimenter des nouveaux modèles en fait pour améliorer une offre alimentaire accessible à l'échelle de l'ensemble de la métropole. Et pour terminer, Isabelle, j'aimerais que vous me donniez quelques exemples de projets concrets que vous menez actuellement sur la métropole de Montpellier. Je travaille avec, bien sûr, une équipe de collègues qui est répartie dans les différentes directions de la métropole. Et j'ai notamment des collègues qui travaillent sur un projet FIBANI, des filières à bas niveau d'impact. Donc, il s'agit de développer des filières agricoles qui ont
peu d'impact sur les ressources en eau, plutôt agroécologiques, et qui sont aussi nourricières pour répondre à la politique agroécologique alimentaire. Ça peut être, par exemple, sur les céréales légumineuses, la création d'une aire de triage pour séparer les pois chiches des petits morceaux de cailloux et de terre qu'il pourrait y avoir pendant les récoltes. Un deuxième projet dont je peux vous parler, c'est peut-être justement sur le domaine de Vivier, qui est une autre ferme ressource, avec l'appui du Conservatoire des espaces naturels, un plan de gestion agroécologique est en cours d'élaboration, qui va permettre de développer des infrastructures agroécologiques sur le domaine, des haies, des petites mares, et puis de développer aussi l'information des visiteurs sur l'interface entre agriculture et biodiversité. Isabelle, vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous aider à mieux comprendre comment la métropole s'implique à la fois pour soutenir l'agriculture, l'écologie et la biodiversité sur le territoire. À très bientôt. À travers l'expérience du domaine de Mirabeau, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre ce qu'est l'agroécologie et quels sont ses enjeux. Dans la description de cet épisode, vous trouverez de nombreux liens utiles pour en savoir plus sur cette thématique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Entreprendre à Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien Nicolaï.